Bonsoir, bienvenue. On commence avec un peu de retard parce qu'il y a des personnes qui sont inscrites, qui arrivent encore ou qui se sont perdues dans le palais de justice. Elles finiront par nous rejoindre. Je voulais, puisque cet événement ce soir est organisé par la Société de législation comparée, simplement en deux mots. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la société, ce qui serait très dommageable pour eux, s'entend, c'est que la Société de législation comparée est la plus ancienne société savante en France, puisque sa création remonte à 1869. Bien, depuis 1869, elle n'est pas une vieille dame, c'est une jeune fille, non encore mariée d'ailleurs, au bout de 150 ans, et elle s'intéresse à tous les aspects du droit, et tous les aspects du droit pour améliorer la qualité du droit. Eh bien, améliorer la qualité du droit en allant regarder comment font les autres. C'est très simple, si je pouvais en résumer l'exercice. On a donc un programme qui est extrêmement fourni. C'est la troisième conférence que la Société de législation comparée organise cette semaine, dont une qui a déjà eu lieu sur l'application du droit étranger à la Cour de cassation, qui est l'une des grandes institutions avec lesquelles nous travaillons. Donc bienvenue dans ces lieux. On vous a donné à l'entrée, j'ai veillé en tant que président de la société, un bulletin d'adhésion. J'espère que vous le retournerez si jamais, évidemment, vous n'étiez pas déjà inscrit à la société. Bien, je suis très heureux que nous puissions recevoir Monsieur Ismail Selim, qui est le directeur du Centre régional d'arbitrage du Caire, qui nous expliquera ses ambitions pour l'une des institutions d'arbitrage qui est quand même l'un des centres majeurs pour l'arbitrage international aujourd'hui. Alors je laisse à maître Béatrice Castellane, qui est présidente de la toute nouvelle section arbitrage de la Société de législation comparée, le soin de vous présenter notre orateur, un peu plus que je ne l'ai fait, Monsieur Ismail Selim. Je vous connais, mais c'est à la présidente de la section maintenant qu'il revient de prendre les commandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, il y en a d'autres. Monsieur le Président de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique, qui va nous rejoindre, je pense, dans quelques minutes ou quelques temps. Mesdames et Messieurs les professeurs, chers confrères, chers juristes de tous horizons, chers étudiants, on en a beaucoup ce soir, chers membres et amis de la Société de législation comparée, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce majestueux endroit. Merci infiniment à la Cour d'accueillir cet événement ce soir. Je suis Béatrice Castellane, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris et arbitre international. C'est une joie pour moi, en ma qualité de présidente de la commission d'arbitrage de la Société de législation comparée, de présenter Monsieur Ismail Selim, qui est donc directeur du centre d'arbitrage du Caire. Je ne sais pas prononcer vos initiales, CRCACI, ça veut dire le centre régional. Comment vous dites? CRCA. Voilà, c'est ça. CRCA, voilà, en anglais. Et en français, vous dites comment? Le centre régional. Alors, oui, le centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international. Mais vous ne prononcez pas les initiales à la française. Dans ma thèse, je l'avais nommé Kerkassi, mais bon, je pense que l'acronyme CRCA est plus connu au niveau mondial, donc on va le maintenir. Très bien. Alors vous allez justement d'ailleurs nous raconter l'histoire de votre centre, les caractéristiques du règlement, de votre règlement d'arbitrage, votre activité. Enfin, vous allez d'ailleurs nous dire tout ce qui vous plaira sur ce sujet. Et je tiens à dire et vous féliciter puisque vous allez très prochainement fêter les 40 ans de votre centre.
Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots sur votre personne. Je voudrais dire que vous avez été juge civil en Égypte de 1998 à 2009. Pendant cette période, vous avez été accueilli dans notre École nationale d'administration, l'ENA, donc à Strasbourg, de 1999 à 2001. Et puis, en 2009, vous avez quitté votre fonction de juge quand vous avez obtenu très brillamment votre titre de docteur en droit qui vous a été décerné par l'Université de Bourgogne à Dijon. Et le sujet de votre thèse, un sujet de droit comparé, était l'ordre public international in favorem arbitrandum. Donc, non seulement du droit comparé, mais précisément du droit de l'arbitrage. Donc, vous êtes le conférencier idéal. À partir de 2009, vous avez rejoint un cabinet d'avocats égyptiens. Vous en êtes devenu associé en 2013, puis un autre cabinet, dans lesquels, et dans ces deux cabinets, vous vous êtes consacré à l'arbitrage dans le cadre de procédures diligentées, plus particulièrement sous les auspices du Centre du Caire. Vous avez publié de nombreux articles sur l'arbitrage international et vous êtes chargé de cours, notamment à l'Université de Paris 1. Aujourd'hui, depuis janvier 2017, Monsieur Ismail Seyine est donc à la tête du Centre du Caire. Il est très dynamique. Lorsque nous nous sommes rencontrés aux 50 ans de la CNUTSI au Cameroun à Yaoundé, fin mai de cette année, fin mai 2017, et vous aviez exprimé le désir de venir présenter le Centre du Caire à Paris, eh bien, c'est aujourd'hui, au sein de la Société de législation comparée, que vous le faites. Nous sommes très heureux de vous recevoir et je vous laisse immédiatement la parole. En vous laissant vous déplacer, puisque malheureusement, vous n'avez pas la petite manette adéquate. Je précise, excusez-moi encore un mot, que cet événement est enregistré en vidéo et qu'il sera placé sur le site de la Société de la législation comparée. Bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment d'être venus. C'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est un grand honneur. Je remercie tout d'abord Monsieur le Président, Madame la Présidente et la Société de législation comparée et Madame Emmanuelle Bouvier aussi pour son soutien et son excellente organisation de cet événement. C'est aussi un grand plaisir d'être dans une des plus belles salles du monde, la grande salle de la Cour de cassation. Et c'est normal, nous sommes en France, c'est la beauté de la France. Je suis venu aujourd'hui pour vous présenter le Centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international, une organisation internationale. Ce n'est pas une organisation égyptienne, c'est une organisation internationale qui a été créée en 1979 par l'organisation afro-asiatique pour la coopération juridique. C'est l'arme juridique du mouvement des non-alignés. C'est un centre duquel je suis fier, tous les Égyptiens sont fiers de ce centre, nonobstant le fait qu'il soit une organisation internationale, mais c'est une organisation qui a été quand même bâtie par des Égyptiens, gouvernée et dirigée par des Égyptiens, mais avec le soutien et la coopération de tous nos confrères dans le monde arabe, dans le monde occidental et même dans le monde africain. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du centre, ses organes, son activité, mais aussi le cadre juridique et législatif dans lequel le centre a opéré, parce que ça fait partie des facteurs de réussite de ce centre, et aussi une partie, je pense, qui vous intéresserait, des statistiques sur les affaires du centre et aussi quelques comparaisons au niveau des coûts, au niveau du coût de l'arbitrage en fonction d'une très nouvelle étude qui a été publiée par le Global Arbitration Review comparant les coûts de l'arbitrage dans une vingtaine de centres dont le CERSICA ou le Centre régional du Caire. Donc j'ai préparé un PowerPoint pour vous aider aussi à suivre mon intervention. Donc je commence par l'historique du centre que je viens de présenter tout à l'heure. Donc en 1979, nous sommes en 1979,
le centre a été créé par ALCO, et le but, c'était à l'époque, les pays africains et asiatiques trouvaient que la bonne pratique de l'arbitrage international était concentrée en Europe et en Amérique du Nord, et le but, c'était de créer des centres d'arbitrage dans les pays d'Afrique et d'Asie qui exercent une bonne pratique de l'arbitrage comparable à ce qui est pratiqué par la LCIA et la CCI et le AAA aux États-Unis. Il y a eu plusieurs accords entre ALCO, donc l'organisation mère du CERSECA, et le gouvernement égyptien. Au début, le centre était un centre expérimental à partir de 1979 avec la réussite du centre, le centre est devenu un centre permanent et il y a eu un accord de siège qui a été conclu entre ALCO, encore une fois, et le gouvernement égyptien en 1987. Et le CERSECA se voit reconnaître, en vertu de cet accord, donc le statut d'organisation internationale, et le centre et ses annexes se sont dotés de tous les privilèges et immunités nécessaires pour assurer leur fonctionnement indépendant, ainsi que le personnel du centre qui se divise en fonctionnaires internationaux et fonctionnaires locaux. Je mets beaucoup l'accent sur le fait que le Centre régional du Caire soit une organisation internationale, car c'est une des raisons majeures de la réussite de ce centre. Il y a beaucoup de centres qui ont été créés dans de nombreux pays, mais peu de centres ont pu réaliser la réussite du CERSECA. Ces centres ont certainement achevé certaines réussites, mais la réussite du centre d'arbitrage du Caire, un facteur très important, c'est son indépendance totale du gouvernement égyptien. Et le centre a réussi, le CERSECA a réussi à avoir cette réputation. Il n'y a aucune intervention de la part du gouvernement égyptien, ni dans les affaires, ni dans la nomination du directeur du centre, comme on le verra tout de suite. Les organes du centre, donc un conseil d'administration comprenant des experts africains, asiatiques et du reste du monde. Ce conseil d'administration, on l'appelle en anglais le Board of Trustees. Je suis honoré d'avoir un membre éminent de notre conseil d'administration, un grand ami de l'Égypte et du CERSECA, Maître Philippe Le Boulanger, qui est présent, et je le remercie infiniment de sa présence. Vous allez voir les membres du conseil d'administration tout de suite. Et puis, il y a le directeur du centre, donc moi-même, et j'ajoute le directeur adjoint qui figure donc dans l'article 8 de la Convention de 1987. Souvent, il n'y a pas eu de directeur adjoint. Dans certains moments de l'histoire du centre, il y en a eu. Je viens de nommer, comme vous allez le voir, ce mois-ci, Dr Dalia Hussein, qui est une juriste d'une très haute qualité, de très haute qualité juridique et humaine également, comme directrice adjointe du centre. Et il y aura un slide sur Dr Dalia Hussein tout à l'heure. Un comité consultatif composé de membres du Conseil et d'experts africains et asiatiques et du reste du monde. Maître Philippe Le Boulanger est également membre de notre comité consultatif. Ce comité est très important car il est chargé de plusieurs fonctions importantes prévues au règlement d'arbitrage du centre, y compris rendre les décisions en matière de demande de récusation et de révocation d'arbitres, et les demandes d'arrêt de procédure, donc decisions not to proceed, pour manque apparent de compétences. Et on en parlera des comités tripartites qui sont formés des membres du comité consultatif. Le comité consultatif aussi se réunit tous les 3 mois pour discuter avec le directeur des questions complexes et entrer à l'application du règlement du centre. Donc vous avez ici sur ce slide le conseil d'administration qu'on appelle Board of Trustees.
Ce conseil est très important, surtout car c'est à travers ce conseil que le directeur est élu tous les 4 ans. Donc ce conseil vote, c'est ce conseil qui nomme le directeur du centre d'arbitrage du Caire. Vous allez voir, nous faisons en sorte que la majorité des membres de ce conseil soient des étrangers, donc des non-égyptiens. Mais le président, il est égyptien, c'est le docteur Nabil El Arabi, qui est une grande figure de l'arbitrage international, une grande figure de la diplomatie. C'est l'ex-ministre des Affaires étrangères égyptienne, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe et surtout aussi membre de la Cour pénale internationale. Nous avons comme vice-président donc 2 personnalités éminentes aussi, le conseiller Mohamed Amin El Mahdi qui fut aussi membre de la Cour pénale internationale. J'ai fait une erreur, le docteur Nabil El Arabi était aussi membre de la Cour de justice internationale. Nous avons aussi le vice-président du conseil d'administration, le docteur Hamza Haddad, qui est une grande figure de l'arbitrage dans le monde arabe et qui fut aussi un ancien ministre de la justice de la Jordanie. Nous avons aussi d'autres membres, des personnalités très éminentes. Donc vous connaissez tous le professeur Georges Abissab, qui est suisse et égyptien, égypto-suisse. Le prince Bandar Soleiman Al Saoud, qui est un prince saoudien qui a fait une thèse en droit et une grande figure de l'arbitrage en Arabie Saoudite. Le docteur Ziad El Soudari, aussi de l'Arabie Saoudite, un grand avocat de l'arbitrage. On a voulu aussi avoir des juristes qui ne sont pas spécialisés dans le domaine de l'arbitrage, mais qui ont un penchant vers l'économie et vers les finances, comme le docteur Ziad Bahaïdine. Le professeur Bernardo Cremades, donc un éminent arbitre international de nationalité espagnole, le docteur Mohamed El Baradei, que vous connaissez tous, qui était donc le président de l'association nucléaire, et le professeur docteur Ahmed El Kosheri, que vous connaissez tous, une grande figure de l'arbitrage international, qui est de nationalité égyptienne. La juge Xu Hanqing, qui est une juge chinoise et membre de la Cour internationale de justice. Le conseiller Adel Ora, qui fut le président de la Cour de cassation égyptienne, maître Philippe Le Boulanger, docteur Naila Komer Obeid, qui est libanaise et qui est la présidente du Chartered Institute of Arbitrators of London, le professeur Alain Pelé, qui est un professeur émérite que vous connaissez tous à l'université Paris-Ouest Nanterre, et qui a eu plein de titres internationaux, membre de l'Institut du droit international et ancien président de la Commission du droit international, est un éminent arbitre international. Le professeur Dr Fouad Riyad, qui est un grand professeur de droit international privé égyptien et qui était aussi membre de la Cour pénale internationale. Aussi de l'Afrique subsaharienne, nous avons Madame Fonke Adekoya San, qui est vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, le professeur Henny Sareddin et bien sûr Michael Schneider de l'Autriche, que vous connaissez tous, et le juge Abdullah Youssef de la Somalie, qui est aussi membre de la Cour internationale de la justice. Donc ce Board of Trustees vote et nomme le directeur du centre d'arbitrage une fois tous les 4 ans, et aussi une fois par an, le directeur se réunit, participe à la réunion de ce conseil d'administration et présente le résultat des affaires du centre du point de vue donc le nombre d'affaires, donc des statistiques sur l'affaire, la gestion du centre et aussi des questions financières, combien ont été les revenus du centre et ses dépenses. Le comité consultatif, donc constitué d'une quinzaine de membres éminents de l'arbitrage, qui se réunit une fois tous les 3 mois et qui statue sur les demandes de récusation. Donc chaque fois qu'il y a une demande de récusation, le directeur du centre nomme 3 personnes qui forment un comité tripartite et qui statue sur les demandes de récusation des arbitres.
Nous avons donc président le conseiller Mohamed Amin El Mahdi et vice-président maître Philippe Le Boulanger et le docteur Nassib Ziadeh qui est très connu au niveau international et qui préside la chambre d'arbitrage de Bahreïn actuellement. Docteur Nassib Ziadeh a aussi été secrétaire général de la CIRDI et arbitre international très reconnu. Il est de nationalité libanaise. Il y a aussi des personnalités éminentes égyptiennes, le professeur Mohamed Salah Abdel Wahab, le docteur Mohamed Abdelraouf, l'ancien directeur du centre. J'étais membre de ce conseil consultatif 9 mois ou 8 mois avant ma nomination. Une fois que j'ai été nommé, j'ai dû sortir de ce comité et j'y participe donc en ma qualité de directeur et le docteur Mohamed Abdelraouf, donc le directeur sortant, me remplace dans ce comité. Ce comité siège pendant 4 ans, renouvelable une fois. Vous avez aussi quelques personnalités éminentes non égyptiennes, comme Dr Emilia Oniema, qui est professeur de droit à l'université de SOAS, et Madame Rabab Yassine, qui est arbitre éminente et de nationalité suisse et irakienne. Et le professeur, le docteur Hamza Hadet, dont je vous ai parlé. Les services du centre, donc ces services sont indiqués dans la Convention de 1987. Le centre administre des procédures arbitrales en vertu de son règlement. Nous administrons aussi des procédures ad hoc lorsque les parties choisissent de soumettre des arbitrages ad hoc pour profiter des services administratifs et financiers du centre. Nous louons aussi nos salles d'audience à des procédures arbitrales qui se déroulent sous les règlements d'autres institutions, comme nous avons reçu dans nos salles d'audience des procédures CCI, des procédures CIRDI. Nous avons comme rôle la promotion de l'arbitrage en Afrique et en Asie et de former les arbitres internationaux. Et vous allez voir dans les slides qui vont suivre nos activités académiques et au niveau de la formation. Et aussi, nous avons comme rôle la coordination et l'assistance entre les institutions arbitrales. Et cela aussi sera traité dans les slides qui vont suivre. L'organisation du centre, il y a 3 grands départements. Il y a le département du contentieux, dirigé par un directeur associé, et c'est une nouvelle promotion qui a eu lieu cette année. Un département administratif et financier, dirigé par un autre directeur associé, et un département des conférences, de la formation et des relations extérieures, dirigé par une directrice associée. Donc je parlerai aussi, je vous ai parlé de notre directrice adjointe, Dr Dalia Hussein, qui est elle n'a pas été nommée parce que c'est une femme, elle a été nommée parce qu'elle est très compétente et historiquement et traditionnellement, le directeur adjoint doit avoir un CV qui ressemble au CV du directeur du centre d'arbitrage du Caire. Le directeur du centre d'arbitrage du Caire ainsi que le directeur adjoint doit être un juriste spécialisé dans le droit de l'arbitrage. Il doit avoir des publications dans le domaine de l'arbitrage. Il doit avoir pratiqué l'arbitrage et avoir une bonne réputation. Donc, en cas de force majeure qui empêcheront le directeur du centre d'exercer ses fonctions, c'est le directeur adjoint qui le remplace. Aussi, elle assistera le département du contentieux car elle a très courageusement travaillé pendant 3 ans dans l'administration des affaires. D'autres avocats de son calibre peut-être n'auraient pas voulu le faire, alors que c'est très normal que ça se fasse. Ça se fait au niveau international et c'est la culture que je suis en train d'implanter dans le centre, c'est que le counsel soit un avocat, fasse ce métier pendant un certain temps, quitte ensuite l'institution pour revenir au métier d'avocat. Donc le docteur Dalia
Son expérience, elle est entre le privé et le public. Elle a été procureure au début de sa carrière, mais elle a aussi travaillé comme avocate chez le cabinet Hafez, donc de Karim Hafez, qui est membre de notre comité consultatif. Et c'était un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés dans le droit de l'arbitrage, non seulement en Égypte, mais dans toute la région. Elle a travaillé sur des affaires Sirdi, sur des affaires d'arbitrage commercial. Elle a publié de nombreux articles et elle rédige nos practice notes. Et il est prévu que nous allons tous les deux rédiger ensemble, avec l'aide de nos collègues, un guide sur l'interprétation du règlement du KERSECA, et nous allons travailler ensemble aussi sur la modification de notre règlement, de manière à ce qu'en 2019, on ait un nouveau règlement, une modification de notre règlement pour 2019, quand nous allons fêter notre 40e anniversaire. Je vous présente aussi nos salles d'audience. Ces images sont réelles. Nous avons des salles d'audience de très très haute qualité qui ont été rénovées sous la direction de mon prédécesseur. Il y a la plus grande de ces deux salles, de ces trois salles, donc la salle du docteur Aboulaïnin, un ancien directeur du centre qui a dirigé le centre pendant très longtemps, avant que le mandat du directeur ne soit limité dans le temps. Donc c'est la salle du docteur Aboulaïnin. Elle est grande, elle est d'une surface de 130 mètres carrés. Elle est munie d'équipements de présentation dernier cri, avec un système de vidéoconférence, un système de salle de réunion interactive, assurant un visionnage de qualité et un rendu réaliste des réunions. Aussi, ces équipements comprennent aussi la dernière version des systèmes d'audioconférence sans fil. Et il y a une salle pour les interprètes, pour les arbitrages internationaux, lorsqu'on a besoin d'interprètes, qui est annexée à cette salle, qu'on ne voit pas ici sur la photo, mais si on s'installe à la place du président du tribunal, là-haut, oui, on peut la voir. C'est la petite fenêtre au coin, et il y a trois projecteurs, trois écrans pour voir les plaidoiries en PowerPoint, ou s'il y a une vidéo, ou s'il y a un témoin qui va se faire auditionner en vidéoconférence. Ça s'est fait souvent. Et là, vous voyez ici la table sur laquelle s'assoit le secrétaire, et en plus des canapés à l'intérieur et à l'extérieur, si les arbitres veulent se reposer pendant les audiences. Cette salle aussi, elle est polyvalente, donc on peut la transformer aussi en un amphithéâtre approprié pour les formations pour une capacité de 50 personnes. Vous avez aussi deux autres nouvelles salles d'audience. Donc la deuxième salle, c'est la salle d'audience du professeur Mohsen Shafik, qui a grandement développé le droit commercial égyptien. Et la dernière salle, c'est la salle d'audience du juge Mamdouh Ataya, qui est un ancien président de la Cour de cassation égyptienne. Et vous voyez aussi les salles d'attente des avocats, donc deux salles d'attente, et même à l'extérieur aussi, pour les avocats en attendant leur audience ou pendant les périodes de repos au milieu des audiences. Nous avons aussi développé donc notre librairie et notre centre de conférences qu'on trouve au 3e étage. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le 6e étage. Il y a aussi le 3e étage où il y a une très belle salle de conférences et une grande librairie que nous sommes en train de numériser actuellement. Donc ça, c'est la librairie. Et puis vous avez ici la salle de conférence dans laquelle ont lieu nos conférences et qui est suffisamment grande pour accueillir 120 personnes. Et à l'extérieur, vous voyez ici, donc on peut offrir à manger, à boire pendant les moments de repos.
Et actuellement, nous allons commencer la dernière phase de rénovation de nos locaux. Il s'agit de les bureaux du personnel, y compris le bureau du directeur, car mon prédécesseur a choisi de privilégier en premier lieu nos usagers, donc les salles d'audience, puis nos invités, donc la salle de conférence, et la troisième phase va commencer ce mois-ci. Nous allons rénover aussi nos locaux, donc les bureaux de nos personnels, pour atteindre ce niveau. Donc, une des raisons aussi de notre réussite en tant que centre, ce n'est pas seulement notre indépendance vis-à-vis du gouvernement égyptien, mais aussi le fait que notre règlement d'arbitrage et notre règlement de médiation soient des instruments modernes. Le CURSICA a adopté le règlement de la CNUTSI et l'a un tout petit peu modifié pour que le centre puisse remplir ses fonctions d'institution d'arbitrage. Actuellement, le présent règlement d'arbitrage du CURSICA est entré en vigueur le 1er mars 2011 et il est fondé sur le règlement d'arbitrage de la CNUTSI tel que révisé en 2010, donc avec quelques modifications mineures. Et nous comptons modifier ce règlement et terminer cette modification avant 2019, pour terminer avant la célébration donc de notre 40e anniversaire. Nous avons aussi adopté en 2013 un règlement sur la médiation permettant d'avoir recours à ces services pour des affaires de médiation. Donc le centre a élaboré une version française du règlement d'arbitrage. C'est la première fois depuis 38 ans de fonctionnement exclusif en anglais et en arabe. Et c'était une des promesses que j'avais faites au conseil d'administration si jamais j'étais élu comme directeur. J'avais promis de faire sortir une version française du règlement du centre d'arbitrage du Caire pour que le CURSICA ait une dimension française. Nos stagiaires sont une très grande ressource et j'insiste à ce qu'on ait toujours des stagiaires brillants qui nous aident dans notre travail et mademoiselle Léopoldine Brenet donc était notre stagiaire au début de cette année et elle a fait un excellent travail et c'est grâce à elle que j'ai pu tenir ma promesse et j'ai pu faire sortir le règlement d'arbitrage en français. Et bien sûr, notre cher ami Maître Philippe Le Boulanger a eu la gentillesse de réviser notre travail et il a dit que c'était un excellent travail, un très bon travail. Il a eu la gentillesse de nous faire quelques légères modifications et le 31 mars 2017, on a pu faire sortir notre règlement en français. Et ça ne va pas s'arrêter là, on va faire un travail très dur pour que nous administrons dans le futur proche des affaires en langue française. Et aussi, nous allons faire un grand effort pour promouvoir le français comme langue de l'arbitrage, car malheureusement, le français comme langue de l'arbitrage a régressé, mais maintenant c'est en train de reprendre. Car vous savez, la majorité des arbitrages sont en anglais dans le monde, même les sociétés françaises, dans leurs contrats, ce sont des contrats en anglais qui prévoient l'arbitrage en anglais, sauf dans certaines zones du monde. L'Égypte n'en fait pas partie, mais nous allons faire un travail, j'espère, avec nos amis français et nos amis francophones dans le monde entier pour répandre le français comme langue de l'arbitrage. Alors aussi, je dois citer le docteur Gaston Kenfak, président de la CNUTSI, notre cher ami, notre cher frère, qui est venu, et je le remercie infiniment. Il a aussi révisé le texte et il a affirmé que le texte était moderne, flexible et adaptable en ce qu'il s'inspire du règlement de la CNUTSI.
Aussi, le professeur Emmanuel Gaillard a jugé le texte excellent et constitue qu'il reflète fidèlement la version anglaise du centre. Et donc, ce n'est qu'un début, comme je vous l'ai dit, et aussi nous avons travaillé sur la traduction du règlement de la médiation avec Léopoldine, et nous allons bientôt faire sortir une version française de notre règlement sur la médiation. Aussi, nous publions donc nos practice notes, donc nos pratiques, nos notes pratiques, c'est-à-dire des notes qui indiquent comment on interprète certains articles de notre règlement, et vous allez les trouver sur notre site web. Nous publions aussi un journal en arabe et en anglais qui s'appelle le Journal of Arab Arbitration. Nous publions aussi nos principes juridiques issus des sentences rendues dans les affaires réglées selon le règlement du KERSECA. Ces sentences font l'objet de publications dans des volumes réguliers en arabe, donc publiés par le Centre, et en anglais, publiés par Kluwer. Et Madame Castellane a un exemplaire avec moi, avec elle, donc on en avait parlé. Je pense que je pourrais vous montrer l'exemplaire sur le PowerPoint tout de suite. Bien sûr, quand nous publions nos sentences, on respecte la confidentialité, donc on ne mentionne pas le nom des parties. Les activités du centre, nous sommes très actifs. Nous fournissons un programme de formation unique dans le monde arabe et peut-être en Afrique, je ne suis pas sûr. Nous fournissons une formation qui est accréditée par le Chartered Institute of Arbitrators of London, donc un module 1, la preuve sur le droit de la preuve et le droit civil que j'enseigne avec la directrice adjointe, le docteur Dalia Hussein, et une autre formation, donc module 2. Le premier module, c'est pour les non-juristes, c'est pour les ingénieurs, les financiers. On leur enseigne le droit de la preuve et le droit civil. Et la deuxième formation, c'est sur l'arbitrage, donc assuré par le docteur Mohamed Salah Abdelwahab, le docteur Abdelraouf et moi-même. Et donc, les personnes qui passent l'examen sont accréditées par le Chartered Institute of Arbitrators et deviennent associate members. Nous accueillons aussi des séminaires mensuels du CIARB dans nos locaux, le premier mercredi de chaque mois, et il y a des personnes éminentes de l'étranger et de l'Égypte qui interviennent. Nous accueillons aussi des petits déjeuners mensuels sur la médiation, avec la coopération de l'International Finance Corporation, et nous organisons aussi de nombreuses conférences internationales, soit tout seul, soit en coopération avec des institutions comme la CNUTSI, le CIRDI et l'ICA, la Chambre de commerce de Stockholm. Et nous allons aussi organiser le 9 et 10 décembre, nous allons aussi, comme notre ami, notre frère Gaston Kenfak a célébré, le président de la CNUTSI a célébré le 50e anniversaire de la CNUTSI au Cameroun, à Yaoundé, et j'ai été honoré d'intervenir dans cette conférence. Nous allons aussi accueillir une autre conférence pour fêter le 50e anniversaire de la CNUTSI, étant un centre qui applique le règlement de la CNUTSI. Nous travaillons aussi en coopération avec le American Bar Association, le ABA, et nous accueillons leur formation au cours du mois de juillet. Donc on forme les jeunes avocats pour acquérir les différentes compétences des avocats. Donc là, il y a l'arbitrage, il y a le moot court, mais il y a aussi les autres compétences comme la rédaction des contrats. Le cadre juridique du centre, donc vous avez vu dans l'annonce de cette intervention que je devais aussi parler du cadre juridique du centre d'arbitrage du Caire. Alors il faut parler de l'influence du droit français. Quand on pense au monde arabe, vous comme Français, vous pensez tout de suite au pays du Maghreb, mais je dois quand même vous l'annoncer que l'Égypte, en droit,
est aussi francophone que les pays du Maghreb, voire peut-être encore plus, car depuis 1875 d'abord, ont été légiférés les codes mixtes et 1883 les codes nationaux. Ce sont des codes de droit civil, de droit pénal, de droit de procédure, de droit commercial, qui ont exactement adopté le code Napoléon français de 1804. Et nos tribunaux nationaux et nos tribunaux mixtes ont appliqué le code Napoléon sans presque aucun changement, donc dans toutes les matières du droit, sauf le statut personnel. Et donc les tribunaux mixtes, ce sont des tribunaux qui jugeaient des affaires entre Égyptiens et étrangers, et il y avait des juges européens et des juges égyptiens qui jugeaient dans les tribunaux mixtes, alors que les tribunaux nationaux étaient formés de juges exclusivement égyptiens. Et le long de 75 années, nos codes ont été appliqués par les tribunaux mixtes et les tribunaux nationaux. Et il s'est avéré que le code Napoléon n'était plus adapté aux besoins de la moitié du XXe siècle. Alors, un comité a été donc formé de 2 juristes éminents, donc le grand juriste égyptien, le professeur Al-Sanmouri, et le grand juriste français, le professeur Lambert, pour moderniser le code civil égyptien et les autres codes, mais surtout le code civil égyptien. Mais le professeur Lambert n'a pas pu poursuivre sa tâche en raison de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le professeur Al-Sanmouri qui a accompli la tâche, aidé par des commissions formées d'éminents juristes égyptiens. Et en 1948, on a eu notre code civil, qui est un mélange du code Napoléon et du droit comparé et de la jurisprudence des tribunaux mixtes et nationaux, et un peu de fiqh islamique. Et à travers ce code qui est plus moderne, plus adapté que le code Napoléon, le droit français a pu rayonner dans tout le monde arabe, car de nombreux pays arabes ont adopté le code égyptien de 1948. Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au 15 octobre 1949 pour avoir ce code? C'était en vertu des traités de Montreux, qui ont permis à l'Égypte d'avoir son entière souveraineté au niveau du pouvoir judiciaire, et il y avait une période d'intervalle de 12 ans durant laquelle les tribunaux mixtes et les codes mixtes devaient être abolis, et les Égyptiens, même dans leur rapport avec les étrangers, seraient sous l'autorité judiciaire de tribunaux exclusivement égyptiens. Bon, même si on pense que les tribunaux mixtes constituaient une certaine atteinte à la souveraineté égyptienne, mais nous avons beaucoup profité de cette jurisprudence qui a enrichi le droit égyptien et qui a abouti donc à la naissance du code de Al-Sanmouri, qui a influencé tout le monde arabe, aussi bien en Asie qu'au Maghreb, et en Libye aussi. L'environnement juridique que je continue, donc on a vu ensemble le code civil, maintenant on voit le droit de l'arbitrage, donc la loi de la Knudsi. Le droit égyptien de l'arbitrage, donc tout à l'heure je vous ai parlé du règlement du centre d'arbitrage qui s'est inspiré du règlement type de la Knudsi. Notre loi sur l'arbitrage, la loi numéro 27 de l'année 1994, c'est aussi inspiré de la loi type de la Knudsi, une loi moderne qui donne une grande place à l'autonomie de la volonté. Et c'est grâce à l'adoption de cette loi que le centre d'arbitrage du Caire a pu progresser et a pu réussir. Et le Caire est devenu une place importante de l'arbitrage dans le Moyen-Orient et en Afrique. Je cite donc la chronique du professeur Bernard Fillon du Fouleur et de maître Philippe Le Boulanger, le nouveau droit égyptien de l'arbitrage, revue de l'arbitrage 1994, page 763. Pour en savoir plus sur cette loi. Donc dans l'annonce, vous avez vu que je devais vous parler aussi du cadre jurisprudentiel
dans lequel a opéré le centre d'arbitrage du Caire. Je choisirai le sujet du délai de l'arbitrage, un sujet important. Dans notre règlement, il n'y a pas de délai de l'arbitrage, contrairement au règlement de la Chambre de commerce internationale où il y a un délai de 6 mois qui est prorogé à l'infini. Merci. Nous n'avons pas de délai de l'arbitrage, c'est laissé à l'appréciation des arbitres, à moins que les parties ne s'accordent sur un délai. Alors que la loi égyptienne sur l'arbitrage, dans son article 45, prévoit un délai de 12 mois, donc laisse toujours la place à l'autonomie de la volonté. Donc ce sont les parties qui choisissent le délai de l'arbitrage. Si, à défaut d'accord des parties, c'est un délai de 12 mois, qui peut être prorogé par les arbitres ceux de ex officio, même si les parties ne se sont pas accordées sur un délai de 18 mois, les arbitres peuvent proroger ce délai de 6 mois supplémentaires. Après l'expiration de ce délai, que ce soit un délai conventionnel ou bien de ce délai légal, l'une ou l'autre partie peut soumettre une demande au juge compétent en vertu de la loi égyptienne sur l'arbitrage pour mettre fin à la procédure arbitrale. L'autre partie peut, au contraire, demander à ce juge de proroger le délai de l'arbitrage au-delà du délai conventionnel ou bien du délai de 18 mois. Alors, il y a eu une affaire très célèbre, l'affaire Skanska, qui a duré très longtemps, des années et des années, mais après 18 mois, la défendresse, qui était la société de production médiatique, c'est une sorte de Hollywood égyptienne, avait présenté une demande pour mettre fin à la procédure arbitrale. C'était la défendresse qui voulait donc se débarrasser de cet arbitrage. Et l'affaire a été soumise à la justice égyptienne, à la cour d'appel d'Égypte. Et puis l'affaire est remontée devant la cour de cassation. La première impression qu'on peut avoir, non, il faut qu'il y ait un délai, on ne peut pas laisser la procédure arbitrale à l'infini sans qu'il y ait un délai. Mais au contraire, si la Cour d'appel du Caire avait mis fin à la procédure arbitrale en disant que le délai de l'article 45 était d'ordre public, ça aurait mis en danger le statut du Caire et de l'Égypte comme siège de l'arbitrage. Donc heureusement, la Cour d'appel du Caire a estimé que les affaires du KCK, donc soumises au règlement de la CNUTSI, ne sont pas liées par l'article 45. Donc il n'y a pas de durée de l'arbitrage. La durée de l'arbitrage en vertu de l'article 45 ne lie pas l'arbitrage institutionnel, elle lie seulement l'arbitrage ad hoc. Donc c'est un jugement qui est très important car il a estimé que le règlement de la CNUTSI et le règlement du Kerkassi donnent un pouvoir discrétionnaire aux arbitres de rendre leur sentence dans les délais qu'ils estiment appropriés. Évidemment, il arrive souvent que ce soit la partie défendresse ou bien la défendresse, on a vu ça, qui soit la cause du ralentissement de la procédure arbitrale. Il arrive aussi que le retard soit pour des raisons qui ne peuvent pas être imputables donc à la demanderesse, et mettre fin à la procédure arbitrale sera une perte de coût. Il y a d'autres moyens de mettre la pression sur les arbitres pour qu'ils ne traînent pas en longueur et rendent leur sentence dans des délais raisonnables. Donc aujourd'hui, sous les auspices du centre d'arbitrage du Caire, la durée de l'arbitrage, en vertu des décisions de la Cour d'appel du Caire et de la Cour de cassation, le délai, il est libre et nous avons d'autres moyens pour mettre de la pression sur les arbitres pour qu'ils rendent leur sentence dans des délais raisonnables. Je pourrais vous en parler lors de la phase des questions-réponses.
Il y a aussi un jugement qui est très récent, un arrêt très récent de la Cour de cassation égyptienne, d'une procédure CCI. Donc un arrêt favorable aussi aux procédures CCI, car une partie défenderesse invoquait ou soutenait que la CCI n'avait pas le pouvoir, donc la Cour d'arbitrage de la CCI n'avait pas le pouvoir de proroger la durée de l'arbitrage au-delà de 3 fois, donc 3 fois 6, pour arriver au seuil des 18 mois de l'article 45 de la loi égyptienne sur l'arbitrage. Mais la Cour de cassation égyptienne, heureusement, a soutenu l'arbitrage institutionnel et a estimé que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI avait le droit de proroger la durée de l'arbitrage au-delà des 18 mois, donc 6 fois 6 fois 6 et au-delà, 6 plus 6 plus 6 et au-delà des 18 mois, car c'est le fondement même de l'arbitrage institutionnel que l'institution puisse contrôler et proroger la durée de l'arbitrage, tout en ayant d'autres moyens pour mettre pression sur les arbitres, pour qu'ils rendent leur sentence à temps. Aussi, il y a eu une jurisprudence qui a soutenu le droit du centre d'arbitrage du Caire de former des comités tripartites pour se prononcer sur les demandes de récusation des arbitres, car il y a des parties défenderesses qui invoquent l'article 19 de la loi égyptienne sur l'arbitrage, qui prévoit que les demandes de récusation des arbitres seraient tranchées par la justice étatique, par la Cour d'appel du Caire. Bien sûr, si cet article était déclaré comme d'ordre public par la justice égyptienne, ça aurait été très nuisible à l'arbitrage institutionnel et pouvait mettre en danger la place du Caire comme centre attractif de l'arbitrage institutionnel. Donc nous avons été soutenus par la Cour d'appel du Caire, donc un arrêt récent du 7 décembre 2015. L'article 19, là il y a une erreur, c'est l'article 19 de la loi égyptienne qui dispose qu'il appartient au juge d'appui de statuer sur la question, mais grâce à cette jurisprudence, donc c'est le juge égyptien qui va statuer sur les demandes de récusation, mais dans les arbitrages ad hoc, pas dans les arbitrages institutionnels comme celui de la CCI ou du centre d'arbitrage du Caire. Aussi, la cour d'appel égyptienne s'est explicitement prononcée sur un contrôle minimaliste du respect de l'ordre public par l'arbitre, et je cite un arrêt du 19 janvier 2003 de la Cour d'appel du Caire. Je vais vous citer l'attendu décisif et vous allez me dire si ça vous rappelle pas quelque chose ici. Le contrôle exercé par la Cour d'appel sur l'application par la sentence de l'article 53 alinéa 2 de la loi sur l'arbitrage porte sur la solution donnée au litige, la nullité n'étant décidée que si la dite solution comporte une contrariété à l'ordre public. Cet attendu s'inspire clairement de la jurisprudence française. Il y a eu aussi des décisions plus récentes qui prévoient que le juge ne contrôle que les violations flagrantes de l'ordre public égyptien. Aussi, nous ne révisons pas en Égypte la sentence au fond. Ça a été maintes fois confirmé par la Cour d'appel et la Cour de cassation, et je vous invite à lire notre chronique rédigée par moi-même et Dalia Hussein, la directrice adjointe du centre d'arbitrage du Caire. À l'époque, ni moi ni elle, nous faisions partie du centre, nous étions des avocats à l'époque, et nous avons rédigé la chronique de jurisprudence étrangère, l'Égypte, à la revue de l'arbitrage 2013. Et je cite aussi Sally Al-Sawah, avocate au cabinet Le Boulanger et Associés à l'époque, et qui a rédigé cette chronique avec nous. Au niveau des prix obtenus par le centre, maintenant je retourne au centre d'arbitrage du Caire, et je vous parle des prix obtenus par le centre d'arbitrage du Caire, le Kersika. Il a obtenu le prix prestigieux de l'institution régionale de l'année 2013,
donc grosso modo le meilleur centre régional parmi les centres régionaux qui ont participé à cette sélection. Et les institutions arbitrales d'Abu Dhabi, de Pékin, d'Helsinki, de Sao Paulo et de Séoul figuraient dans la liste restreinte, mais le GAR, le Global Arbitration Review, avait annoncé que le gagnant était le centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international. Et en raison de sa forte progression au cours de l'année écoulée. C'est vrai, il y avait le printemps arabe, il y avait un peu d'insécurité, en tout cas moins que ce qu'on le dit dans les médias. Il y avait de l'insécurité et le centre était en train de battre les records au niveau du nombre d'affaires enregistrées. Le centre était très bien géré. Et c'était un des facteurs qui ont contribué à l'obtention de ce prix. Aujourd'hui, nous figurons sur la liste blanche du Global Arbitration Review, la liste blanche des centres régionaux dans le monde. C'est un nombre limité de centres régionaux qui figurent sur cette liste blanche du Global Arbitration Review. En Afrique, c'est le seul centre, et dans le monde arabe, c'est un des deux centres, le KERSICA et le LCIA DIFC à Dubaï. Le KERSICA est appelé le Granddaddy of Arbitration in the Region, donc dans la région du Moyen-Orient, car il fonctionne depuis 38 ans. Donc, ce qui nous distingue, c'est l'accumulation d'expérience. Quand je tombe sur une affaire un peu difficile ou sur une question difficile, une interprétation du règlement de notre centre, ou bien je tombe sur une situation qui n'est pas clairement régie par notre règlement, j'ai le luxe, j'ai la chance de pouvoir interroger notre équipe de case managers, de gérants de nos affaires, notre secrétariat, et l'avantage c'est qu'ils sont là depuis des années et des années. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation-là? Et j'ai toujours une réponse. Oui, en 2008, le docteur Abou Laïnin avait fait tel. En 2010, le docteur Nabil Al-Arabi avait eu cette solution. En 2013, le docteur Abdelraouf faisait cela. Donc, c'est l'accumulation d'expérience qui distingue une institution d'arbitrage d'une autre. Et donc, c'est un des facteurs du fait que nous soyons sur la liste blanche. Donc, je vous cite ce que GAR a écrit sur nous. It's been operating for long enough to have encountered most situations at least once. Donc, on a rencontré toutes les situations difficiles et on a eu une réponse à ces situations-là. It's also well managed, donc la direction du centre. Together, these factors see it described as the current class of the field in the Middle East. Donc, je vais aussi vous parler, peut-être ça va je suis sûr que ça va vous intéresser, la question des coûts de l'arbitrage. Il y a une étude qui vient d'être publiée le 14 septembre 2017 par le GAR. Le GAR a publié son classement des institutions d'arbitrage au niveau des coûts de l'arbitrage et l'étude s'appelle Arbitration Cost Compared. C'est un enjeu très important pour la réussite des centres d'arbitrage. Cette étude a porté sur 18 institutions d'arbitrage, y compris le KERSICA, le centre d'arbitrage du Caire, et a été exclu la LCIA, le London Court of International Arbitration, pour une simple raison. Le coût, les honoraires des arbitres sont payés à l'heure. C'est l'institution, je pense, la plus onéreuse, qui rend de très bons services d'arbitrage, bien sûr, on ne peut pas le nier, mais c'est l'institution la plus onéreuse, les arbitres sont payés à l'heure. Donc, on ne pouvait pas estimer, dans le cadre de cette comparaison,
où se place la LCIA. Cette comparaison, elle prend en compte les frais d'enregistrement, donc la somme qui est payée par toute partie au moment de l'enregistrement de l'affaire, les frais administratifs que le centre ou l'institution encaisse et les honoraires des arbitres. Alors j'ai choisi 4 échantillons de montants litigieux afin de mettre l'accent sur le coût de l'arbitrage du KCK, un enjeu très important. Donc j'ai choisi tout d'abord un montant de 1 million de dollars. Notre coût de l'arbitrage est calculé en fonction du dollar. Hein. C'est notre monnaie de référence. Donc un tribunal arbitral composé de 3 arbitres, le KCK se retrouve à la première place des centres les moins onéreux parmi les 18 centres qui ont fait l'objet de cette étude, avec un coût à hauteur de 14 000 $. Donc ça comprend les honoraires des arbitres, ça comprend les frais administratifs et les frais d'enregistrement. Donc ça nous place comme l'institution de préférence pour les PME. Les arbitrages à de très petits montants. J'ai fait une deuxième simulation qui ne se trouve pas dans la publication du GAR pour un arbitrage au KCK d'un montant de 2 millions de dollars. Le coût de l'arbitrage s'élève à 43 000 $. Un deuxième échantillon pour un litige à hauteur de 5 millions et un arbitrage composé de 3 arbitres. Dans toutes les simulations, il y a l'arbitrage composé de 3 arbitres. Mais pour les petits litiges, nous encourageons, à travers notre règlement, que le tribunal arbitral soit composé d'un arbitre unique pour réduire le coût de l'arbitrage au petit montant. 5 millions de dollars, 3 arbitres. Le KCK se déplace. Ce n'est plus l'institution la moins onéreuse. On occupe la 9e place parmi les 18 institutions, donc 9e place sur 17, pardon, parmi les institutions les moins élevées, donc moins élevées que la CCI qui se trouve à la 16e place, donc en 2e position, donc l'institution la plus onéreuse pour les arbitrages dont le montant litigieux est de 5 millions de dollars, pardon. Et le coût d'arbitrage, donc, aussi, nous avons un seuil minimum, un seuil médian et un seuil maximum, à partir des litiges de 3 millions de dollars et ainsi de suite, et qui s'élève à plus de 3 millions de dollars. Donc, à partir de 5 millions, je peux vous parler du seuil minimal, du seuil médian et du seuil maximum. Donc, seuil minimum, on est à 81 000 dollars, et puis seuil médian, on s'élève à 184 000 dollars, honoraires des arbitres, plus 13 000, ça fait nos frais administratifs, ce qui nous permet d'arriver à 197 000 dollars. Pour les arbitrages de 5 millions. 3e échantillon pour les montants litigieux s'élevant à 10 millions de dollars et le tribunal est composé de 3 arbitres. La place du KCK s'éloigne des centres les moins chers mais maintient une place raisonnable au regard du coût, donc 11e sur 18. Le coût de l'arbitrage, donc selon le seuil minimum, ne serait qu'à 105 000 dollars, alors que selon le seuil médian, il s'élève à 262 000 dollars, 239 000 dollars pour les arbitres et 23 000 pour donc les frais administratifs du centre. 4e échantillon, c'est un échantillon qui est très important, c'est un grand enjeu du centre régional du Caire, donc pour un litige d'un montant d'1 milliard de dollars. Et nous avons dans notre centre des litiges de ce montant-là. Ce n'est pas la majorité, bien sûr, des affaires, hein, mais nous en avons 1 ou 2 chaque année enregistrées de ce montant-là. Donc nous en avons 5 ou 6 arbitrages de ce montant-là, même voire un peu plus.
est supérieur même à ce montant qui sont encore en cours. On pourrait compter 8 ou 9 à ce stade aujourd'hui. Donc, les litiges à 1 milliard de dollars, le Quercica est plus onéreux que beaucoup d'institutions, mais maintient un coût inférieur à celui de la CCI, que l'on retrouve au 5e rang, plus bas, et du CIETAC, dont les coûts sont davantage plus onéreux que la CCI. Pour le CIETAC, c'est l'association, donc c'est le centre, l'institution chinoise, que vous connaissez tous, qui devient plus onéreux que la CCI pour les litiges à 1 milliard. Selon le seuil maximum du Quercica, il s'élèvera à 1 milliard 881 000 dollars, plus, donc ça ce serait les honoraires des arbitres, plus 50 000 dollars, ce seraient les frais administratifs du centre qui sont très très raisonnables. On parle ici d'un quart de la CCI pour le même montant. L'enjeu pour le centre régional du Caire, et ça mérite une réflexion très importante, quand les parties étrangères sont interrogées, est-ce qu'on peut choisir le Quercica pour les affaires de ce type de montant-là, donc 1 milliard, qui seraient en général contre des partis étatiques, contre l'État égyptien ou contre les personnes morales de droit public égyptiennes, ou même dans le cadre du secteur privé, mais dans des secteurs économiques très importants. Est-ce qu'on peut choisir, une partie étrangère, est-ce qu'elle peut choisir le centre d'arbitrage du Caire? Alors la réponse, il n'y a aucun doute sur l'indépendance et l'impartialité du centre, mais il y a des partis qui souhaitent nommer des arbitres, donc qui sont très chers. Je parle dans nos pays de droit civil, les arbitres, il y a une tradition. Donc les arbitres en général, ce sont des grandes figures de la doctrine, donc de grands universitaires, des anciens juges, des avocats. Donc le rapport avec l'argent, il est différent de celui du monde anglo-saxon. Les arbitres du monde anglo-saxon, je parle des QC barristers qui sont habitués à la LCIA à être payés à l'heure. Alors, ils trouvent, on peut estimer que notre seuil maximum au centre d'arbitrage du Caire, peut-être ça leur convient, peut-être ça ne leur convient pas, et on s'interroge, est-ce que le centre d'arbitrage du Caire est adéquat pour les arbitrages géants, pour pouvoir nommer des arbitres de ce calibre? La réponse, oui, nous avons un seuil maximum qui est le 3/4 de la CCI, le 3/4 du seuil maximum de la CCI, mais nous pouvons déroger à ce seuil maximum. Donc, une des fonctions du comité consultatif du centre d'arbitrage du Caire, c'est de décider si, pour les affaires géantes, les affaires complexes et géantes, on peut accepter que les arbitres soient payés au-delà du seuil maximal de nos honoraires qui sont annexés, des tableaux des honoraires qui sont annexés au règlement du centre. Merci. À bientôt. Merci. Je vais essayer de finir parce que pour que vous ayez le temps de poser des questions. Juste, je voulais ajouter que le classement garde des centres d'arbitrage ne prend pas en compte du fait que le fait de payer nos frais administratifs s'agissant du Quercica, et ça fait partie des rares institutions qui offrent ce service, c'est l'utilisation gratuite de nos salles d'audience, les salles d'audience que vous venez de voir. C'est un service que les autres institutions, sauf quelques exceptions, n'offrent pas. Donc, dans une autre institution, j'ai déjà siégé dans des arbitrages LCIA et CCI, il faut louer une salle, il faut se procurer le service d'un secrétaire. Ce n'est pas le cas chez nous. Nos frais administratifs vous donnent le droit
à une salle d'audience si vous voulez que l'audience ait lieu en Égypte. Donc nos salles d'audience, gratuitement, nos secrétaires, et aussi, si les arbitres veulent délibérer, ils peuvent aussi faire usage de nos salles d'audience ou de nos salles d'avocats lorsqu'elles sont libres. Je vais rapidement passer vers nos statistiques, puis vous laisser la place, laisser la place aux questions-réponses. En 2015, donc, la plus grande somme ayant fait l'objet d'un litige chez nous en 2015 était de 971 millions de dollars. Et le litige était relatif à la construction d'un projet industriel et commercial au port de Damiette en Égypte. Il y a eu 2 affaires purement internationales n'impliquant aucune partie égyptienne qui ont été enregistrées en 2015. Les parties étaient nationaux de l'Arabie Saoudite, les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. Sinon, dans nos autres affaires, il y a une partie étrangère contre une partie égyptienne ou des arbitrages internes égyptiens, de parties purement égyptiennes. Sur ce slide, vous allez voir les nationalités des parties non égyptiennes. Donc on voit du Liban, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, de Taïwan, de la Libye, de l'Espagne, de British Virgin Islands. On voit aussi la nationalité des arbitres non égyptiens, donc le pourcentage, le Liban, la France, l'Allemagne, la Libye, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la Tunisie, la Grande-Bretagne, les USA, donc des arbitres américains. 2016, les statistiques ressemblent à ceux de 2015. Je dirais juste que le nombre total d'affaires jusqu'au 31 décembre 2016 avait atteint à l'époque 1161. Maintenant, nous avons dépassé le seuil de 1200. Nous avons administré dans notre histoire plus de 1200 affaires. Le nombre d'affaires enregistrées en 2016 avait atteint un record. C'était le record de 91 affaires enregistrées. Le record de 2012 était de 78 affaires. Donc, il y a des statistiques sur les nationalités des arbitres, donc des Français, des Américains, des Allemands, des Irakiens, Jordaniens, Libanais, Suisses, USA. Je vous donne un peu pour voir le type d'affaires que nous avons. Donc la construction vient toujours en première position. Les médias et divertissement, comme l'Égypte et le Hollywood, l'Égypte publie des films, fait sortir des films, produit des films depuis 1930. Donc ce qui fait que le nombre d'affaires ayant trait au litige des médias est d'une grande importance dans notre centre. Nous avons dans le domaine sportif, nous sommes le seul Alternative Hearing Center du CAS, du tribunal d'arbitrage sportif, de la cour d'arbitrage sportive à Lausanne. Donc voici une affaire. Donc des affaires de transport, règlement à l'amiable, donc le mediation, le règlement à l'amiable, la médiation, contrat de vente et achat, médias, contrat de location, gestion d'hôtel, donc le tourisme, contrat de courtage immobilier et surtout la construction. La nationalité des parties non égyptiennes, on voit des parties des Pays-Bas, de l'île de Barbados, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde et des Émirats Arabes Unis. Nationalité des arbitres non égyptiens, donc il y a eu... là, ici, je vous parle du premier trimestre de 2017, pardon, j'aurais dû l'indiquer. Le premier trimestre de 2017, nous avons battu le record des affaires par rapport à l'année record de 2016. En 2016, au premier trimestre, le centre avait enregistré 16 affaires. En 2017, au premier quart, le centre avait enregistré 19 nouvelles affaires. On a donc des nationalités non égyptiennes, des Pays-Bas, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, de l'île de Barbados et des Émirats Arabes Unis. Nationalité des arbitres non égyptiens, la France et le Liban. Nous avons aussi commencé notre politique de diversité. Notre politique de diversité consiste à nommer des arbitres femmes, donc les femmes,
Donc nous avons commencé, même la diversité, nous avons commencé à la faire au sein de notre institution. Donc la diversité concerne les femmes, concerne les zones géographiques où il y a des calibres, mais pour des raisons géographiques, sont moins nommés comme arbitres. Et je pense à l'Afrique subsaharienne qui m'a impressionné cette année et l'année précédente au niveau de ces calibres. Et le centre se dirige très fortement vers l'Afrique subsaharienne et vers l'Asie. Nous avons nommé cet été, pour la première fois de l'histoire du centre, bon, c'est l'arbitre du Nigeria, dans une affaire en anglais. Nous avons donc un handicap pour nommer plus régulièrement les arbitres de la zone subsaharienne, mais la majorité de nos arbitrages, 75% de nos arbitrages sont en langue arabe. Donc nos nominations étaient de l'Afrique du Nord plus que de l'Afrique subsaharienne, mais cela est en train de changer à travers nos affaires qui sont en anglais. Et c'est une tendance qui va continuer. Nationalité des arbitres non égyptiens, France et Liban. Donc ça, c'est les statistiques du premier trimestre. Je n'ai pas sur moi les statistiques du second et du troisième qui vont sortir, et nous allons voir d'autres nationalités. La langue de la procédure d'arbitrage, donc il y a la langue arabe et la langue anglaise. Donc vous voyez ici le ratio, 79% d'affaires en arabe, 21% d'affaires en anglais, et bien sûr notre but, nous aspirons à avoir des affaires en langue française. Ça viendra un jour. Dernière information dont je voulais vous parler, c'est la référence au centre dans les traités bilatéraux d'investissement. Mais avant d'en parler, je voulais juste ajouter sur la politique de diversité. Le centre fait en sorte de nommer aussi des femmes comme arbitres et des arbitres de moins de 40 ans dans nos affaires, et ça a été fait aussi cette année. Et même dans les nouvelles promotions qui ont été faites au centre, à l'intérieur du centre, il y a eu 6 promotions, dont la directrice adjointe. Il y avait 3 femmes qui ont été promues et 3 hommes. Dans nos institutions aussi, dans notre comité consultatif, nous avons nommé docteur Emilia Onyema, professeur Emilia Onyema, qui est au Nigeria, qui est une femme et qui est de la région subsaharienne à laquelle le centre donne beaucoup d'importance. Nous avons eu aussi des stagiaires africains de la Libye et des îles Comores. Et sur notre liste d'attente, il y a des stagiaires du Cameroun et du Nigeria, mais nous avons suspendu temporairement notre programme de stagiaires, car nous avons commencé la rénovation de nos bureaux et de nos locaux. La référence au centre dans les traités bilatéraux d'investissement, donc le centre régional du Caire est mentionné dans de nombreux traités bilatéraux d'investissement, que ce soit des traités conclus entre l'Égypte et d'autres pays. Je cite par exemple l'Égypte et l'Autriche et l'Égypte et la Croatie, mais ce sont que 2 exemples. Mais le centre a eu la confiance de nombreux partenaires étrangers avec l'Égypte. Aussi, il y a des traités bilatéraux d'investissement où l'Égypte n'est pas partie, et je cite la Libye et le Maroc, le traité bilatéral d'investissement entre l'Égypte et le Maroc du 12 novembre 2002, où le centre régional du Caire, le CERSECA, est proposé parmi d'autres institutions d'arbitrage. Les publications du centre rapidement, donc voici notre journal et nos sentences. Il y a la publication Kluwer. Notre orientation vers l'Afrique, elle a commencé sous la direction de mon prédécesseur. Donc nous avons contribué à l'ouvrage Arbitration in Africa, A Practitioner's Guide, donc un chapitre dans un livre. Donc c'est un livre qui a été publié par Kluwer Law, donc intitulé Arbitration in Africa, A Practitioner's Guide. Nous avons aussi publié nos sentences dans le volume du ECA Yearbook Commercial Arbitration, le 38e volume de 2013. Nous avons aussi publié dans l'ouvrage The Transformation of Arbitration in Africa aussi, donc un chapitre représentant l'histoire, l'expérience du centre et les moyens pour former les arbitres africains et d'attirer les arbitrages
impliquant des parties africaines aux institutions du continent, et nous pensons sincèrement d'organiser un moot court pour les jeunes Africains au centre régional du Caire, à l'instar du Vice-Moot à Vienne et le Moot à Hong Kong. Et nous allons commencer avec le groupe africain de l'ECA de travailler dessus pour que ce projet soit réalisé, espérant l'année prochaine, je l'espère. Aussi, il y a l'ouvrage Emergence of New Arbitral Centers in Asia and Africa, Competition, Cooperation and Contribution to the Rule of Law. Aussi, nous y avons contribué. Au niveau de la coopération internationale, donc, nous avons conclu beaucoup d'accords de coopération. Je vais vous citer le dernier, donc le plus important. Donc un accord avec la Chine, donc le centre d'arbitrage, le BAC-BIAC à Pékin, et le centre de Kuala Lumpur, dans le cadre de la coopération du Belt and Road Initiative, l'initiation de ce qu'on appelle en français l'initiative route et ceinture. Et me voilà avec le directeur du centre d'arbitrage de Kuala Lumpur, l'autre centre ALCO qui a été créé en Asie pour promouvoir l'arbitrage en Asie en 1978. C'est un peu notre frère jumeau, notre institution jumelle, celle de Kuala Lumpur, et le BIAC, le centre d'arbitrage de Pékin. Dans le cadre de la promotion de l'arbitrage méditerranéen aussi, donc nous coopérons avec l'OCDE, la CNUTSI, et il y a eu la conférence de Marseille en 2014 pour la communauté d'arbitrage euro-méditerranéenne, puis au Caire en 2015, janvier 2017 c'est à Milan, et élargissement de cette communauté en novembre 2017, la conférence aura lieu à Bahreïn. Donc vous allez dire, bon, le Bahreïn n'est pas un pays méditerranéen, mais il y a un élargissement de cette communauté euro-méditerranéenne qui va s'étendre pour inclure les pays du Golfe. Donc nous sommes aussi un membre fondateur du ISPRAMED, qui a été créé en 2009. Et nous travaillons, le ISPRAMED travaille également en collaboration avec l'UFM, Union pour la Méditerranée, pour la promotion de l'arbitrage dans la région, notamment en faveur des PME. Dernier slide, et je m'arrête là pour vos questions. Le Cursika change de visage. Eh bien, nous avons décidé de changer notre logo. J'avais constaté que notre logo était minuscule, qu'on ne pouvait pas voir le nom du Cursika et aussi l'acronyme n'y figurait pas. Ça, c'est le tout ancien logo, à partir de 1979 ou dans les années 80 jusqu'à 2012. Donc je vais vous faire fonctionner maintenant, voir le logo. Donc, du début, pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Le QuickTime n'est pas disponible. Ça, c'est embêtant. Le QuickTime n'est pas disponible, c'est pas grave. Ça, c'est l'ancien logo. Et puis, il y a eu un logo au milieu qui ressemble à celui-là, mais qui était bleu, de couleur bleue, mais qui ne change pas beaucoup. Et puis, vous voyez là en haut le nouveau logo du Cursika. On voit l'acronyme, on voit le nom de l'institution qui sort du cercle, qui est plus clair à voir, plus clair à lire. Et on a décidé de garder la balance, le continent africain, le continent asiatique, car on est connu sous ce logo depuis 38 ans, donc on n'a pas voulu complètement changer. Et la balance de la justice et les continents africains et asiatiques, donc ça nous rapproche de ALCO, l'organisation afro-asiatique, arme juridique du mouvement des non-alignés. Je vous remercie. Donc voici le logo en plus grand, le nouveau logo qui vient de voir le jour en septembre. Et je vous remercie infiniment de votre attention. C'est un grand honneur de vous avoir présenté. Il y a d'éminents professeurs qui sont présents que je connais bien.
aussi nos étudiants à l'IDAI. Je dois dire un dernier mot sur l'IDAI. Une réussite française en Égypte, c'est la branche de Paris 1, une réussite sans précédent. Les Américains et les Anglais vous envient d'avoir créé l'IDAI en Égypte. L'IDAI a formé les meilleurs juristes en Égypte depuis maintenant 30 ans. Depuis 25 ans, non, pardon, depuis 25 ans, c'est une branche de Paris 1 qui forme les Égyptiens, donc qui obtiennent le diplôme français de Paris 1, plus 3 matières égyptiennes pour l'équivalence. J'ai l'honneur d'enseigner à l'IDAI et j'enseigne avec le professeur Didier Boden. Au premier semestre, j'enseigne le cours magistral du DIP, le DIP 1, mais au DIP 2, je deviens plus modeste, et c'est monsieur Didier Boden qui enseigne le cours magistral, et je me contente d'être chargé de TD, et je vous dis, j'ai beaucoup progressé en DIP grâce à monsieur Didier Boden qui est présent, qui a eu la gentillesse d'être présent avec nous, et j'ai beaucoup appris de lui, le DIP spécialisé. Je remercie tous les professeurs qui sont ici. Je ne veux pas citer une personne et ne pas citer d'autres, hein, je m'arrête ici. Merci. Et bien sûr, je suis heureux d'avoir vos questions. Merci beaucoup, cher Ismaïl. C'était très complet, très intéressant, passionnant. On n'a pas vu le temps passer. Et merci pour ce très beau travail de présentation. Enfin, j'imagine que c'est un travail de base qui ne sert pas qu'à nous, mais en tout cas, il est très bien fait. Merci beaucoup. Alors, maintenant, place aux questions. Il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Je sais qu'il y en a qui ont déjà été envoyées à l'avance, des questions. Donc, pour être sûr que vous puissiez les poser, je vous propose de commencer, si vous êtes d'accord, madame. Vous allez avoir un micro mobile, si vous préférez. Soyez aimable de vous présenter et de parler distinctement et brièvement. Donc mon nom est Afef Ben Mansour et effectivement je vous avais écrit pour savoir en fait, pour ajouter en fait dans vos statistiques et savoir s'il y avait déjà eu des arbitrages d'investissement qui avaient été gérés par le CRCK. Et si c'est en cours ou si ce sont des anciens cas, et si au moins on pouvait avoir les noms des affaires sans avoir évidemment le fond. D'accord. Oui, il y a eu quelques affaires d'arbitrage d'investissement devant le centre d'arbitrage du Caire. Il y a aussi beaucoup d'affaires impliquant des personnes morales de droit public, qu'on peut qualifier plutôt d'arbitrage commercial ou d'arbitrage de construction, de très grandes affaires. Par exemple, le traité bilatéral d'investissement entre le Maroc et la Libye nous a apporté une affaire, mais qui a été réglée au milieu, un règlement à l'amiable. Il y a l'affaire Malicorp, qui est une affaire très célèbre, qui a commencé au Corsica, qui s'est terminée à la Sirdi. Il y a des affaires qui peuvent être intentées au futur proche, mais le centre d'arbitrage du Caire est plus connu par les affaires d'arbitrage commercial. Mais il y a de grandes affaires, qui sont les affaires de gaz naturel que vous connaissez tous, qu'on trouve, il y en a 2 au Corsica, il y en a une à la CCI et il y a une 4e à la Sirdi, donc les compagnies israéliennes contre les personnes morales de droit public égyptiennes au niveau de l'exportation du gaz naturel. Donc nous avons aussi ces affaires. Alors est-ce qu'on peut les qualifier d'affaires commerciales ou plutôt d'investissement? C'est à discuter. Donc voilà, voici ma réponse à votre question. Donc je suis preneur d'autres questions. Celle-ci, je vous l'avais pas envoyée. Oui. Elle m'est venue pendant votre présentation et c'est au sujet de votre comité donc pour l'examen des demandes de récusation. D'accord.
Et je me demandais, est-ce que vous avez observé au CRCK, parce que c'est l'impression que j'ai dans la pratique, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de récusation ou de remise en cause de l'impartialité, de l'indépendance des arbitres. Est-ce que vous avez constaté cette même tendance au sein de vos arbitrages? C'est une très bonne question. Oui, il y a de plus en plus de demandes de récusation. Certaines ont été donc déposées à bon droit, et il y a eu des arbitres qui ont été récusés. Et il y en a d'autres qui sont abusives, et on constate une montée du nombre de demandes de récusation abusives. Même il y a une discussion interne, est-ce qu'on peut imposer des frais administratifs sur les demandes de récusation, et de façon à ce que si la demande aboutit, le montant sera restitué, sinon le montant sera confisqué. C'est pratiqué au niveau de la justice. Ça ne sera pas un grand montant, ça sera un montant d'une valeur raisonnable, mais c'est pratiqué au niveau de la justice étatique pour justement lutter contre les demandes de récusation abusives. Mais bien sûr, le droit de récuser un arbitre, c'est un droit très important, et nos comités, les membres de notre comité consultatif gèrent ces demandes d'une façon très rigoureuse, et les membres du comité sont anonymes, donc pour qu'il n'y ait pas de pression par l'arbitre qui est sujet de cette demande de récusation, pour qu'ils ne connaissent pas c'est qui sont partis de ce comité, qui sont les 3 qui ont été choisis pour statuer sur les demandes de récusation. Oui, je vois une question tout au fond. Oui. Oui. Si, il y a eu des cas de third-party funding, très peu, c'est pas très répandu en Égypte. Donc le third-party funding, ou le financement de la procédure arbitrale par un tiers, c'est une mesure qui permet de lutter contre les dénis de justice. Il y a des parties qui ont besoin d'intenter une action, une procédure d'arbitrage, mais qui n'ont pas les moyens donc de financer les honoraires des arbitres, de financer un bon avocat, et donc il y a le recours au third-party funding. Il y a des pays qui ont légiféré, qui sont très avancés dans ce domaine, donc comme le Singapour, Hong Kong, l'Angleterre. Ça se pratique partout dans le monde. En Égypte, ça existe, mais c'est régi par le droit commun. Il n'y a pas une législation spéciale qui encourage ou qui favorise le third-party funding, mais c'est un sujet qui est très important. Et il y a eu quelques affaires peu nombreuses où il y a eu du third-party funding, donc financement par un tiers de la procédure arbitrale. Merci. Je peux poser une question? Bien sûr. Que prévoit le règlement du centre concernant les cautions? Comment sont-elles calculées? Le demandeur doit-il déposer une caution? Si le défendeur refuse de déposer sa propre caution, le demandeur doit-il déposer les 2 cautions? Est-ce que cela conduit à des dénis de justice, comme c'est arrivé à Paris, dans une affaire assez choquante où la partie demanderesse en redressement judiciaire n'a pas pu payer les 2 cautions alors qu'elle devait gagner l'affaire, et ça n'a fait évidemment que précipiter sa faillite, et l'injustice a ainsi triomphé grâce ou à cause des règles sur les cautions. Qu'en est-il au juste dans votre centre? Alors, dans notre centre, il n'y a pas le système de caution qu'on trouve dans la CCI, s'agissant donc des frais administratifs et des frais des arbitres. On vous demande de payer à l'avance les honoraires des arbitres et les frais administratifs du centre. Ça doit être payé, donc chaque partie paye sa part, donc moitié-moitié, sauf convention contraire.
Si la défenderesse ne paye pas, il y aura une suspension de la procédure arbitrale pendant 3 mois. Si la défenderesse ne paye pas, la demanderesse peut payer la part de la défenderesse et puis réclamer les frais ensuite. Si la demanderesse ne paye pas la part de la défenderesse, la procédure arbitrale peut être suspendue aussi pendant 3 mois. La caution, elle est mentionnée s'agissant des procédures intérimaires. Donc, lorsqu'il y a une procédure intérimaire, hein, on appelle ça c'est les mesures provisoires, donc les mesures provisoires et conservatoires. Donc, on peut demander à une partie de déposer une caution, et c'est notre article 26. Voilà. Merci. Oui, je vous écoute. Il n'y avait pas de question de cautionnement, mais la question... Pardon. Je suppose qu'effectivement l'affaire dont vous parlez faisait... Enfin, du moins, c'est une allusion directe à l'affaire Pirelli. Parce que dans l'affaire Pirelli, effectivement, il s'agissait de demandes reconventionnelles, puisque la CCI fixe des demandes, des montants distincts en fonction de... Bon, bref, passons. Moi, je voulais revenir concrètement sur la demande de récusation, parce que vous nous disiez qu'effectivement, c'est un comité qui, lui, statue sur cette demande, et qu'effectivement, il est anonyme, mais est-ce que ça sous-entend qu'effectivement, l'arbitre n'a pas la possibilité de soumettre des observations? Si. Et je voulais savoir si... la décision était motivée ou non. D'accord. Très bonne question. Quand il y a une demande de récusation, l'arbitre, bien sûr, a la possibilité de déposer. Donc, l'arbitre est la partie adverse. Donc, celle qui n'a pas déposé la demande de récusation, ils ont 15 jours pour s'exprimer sur la demande de récusation. Et ensuite, il y a... parfois, le centre laisse un deuxième round, une deuxième fois la partie de demanderesse de la récusation et la partie défenderesse et l'arbitre pour s'exprimer une deuxième fois. Donc, c'est un échange de mémoire. Et une fois qu'il y a eu ces échanges de mémoire, donc tout le dossier est soumis au comité tripartite. Il n'y a pas une obligation de motiver la décision, mais nous avons constaté dans la pratique de ce comité tripartite qu'ils sont en train de motiver leur sentence, très souvent, et de très belles motivations. Et donc on informe les parties et l'arbitre de la motivation lorsqu'elle existe. Et il y a une réflexion interne au centre d'imposer justement la motivation tout en gardant l'unanimité. Et nous avons publié dans notre revue les practice notes ou la pratique de ce comité tripartite pour que les usagers du centre savent grosso modo quelles sont les orientations, les précédents de ce comité, quand est-ce que les arbitres ont été récusés ou non. Voilà. Bonsoir. Vous avez fait Roland Ziadé ici. Oui. Ouais. Vous avez fait énormément de choses déjà pour promouvoir le centre et le dynamiser. J'ai envie de vous demander quels sont vos prochains chantiers et vos principaux défis. Merci. Alors, prochain chantier, nous allons modifier notre règlement. Ça, nous allons travailler dessus. Il faut qu'il y ait une consolidation. La procédure de consolidation n'existe pas dans notre règlement. Donc, ça crée des procédures parallèles, sauf si les parties s'accordent à consolider leur procédure. Nous voulons aussi moderniser notre règlement et prévoir l'arbitre d'urgence. C'est très important pour les oil and gas, les litiges de oil and gas. Donc ça aussi. Nous voulons donc augmenter le nombre de procédures en français. Nous sommes en train de recruter aussi des jeunes dans notre secrétariat, car Dalia Hussein a quitté le secrétariat, donc il nous faut des francophones et c'est en cours. Il y a un jeune avocat francophone et anglophone qui va être recruté le 1er octobre.
Nous voulons aussi davantage coopérer avec l'Afrique subsaharienne, comme vous l'avez vu, et avec l'Asie. Pour nous, c'est très important. Nous voulons aussi publier un guide qui explique donc comment on interprète notre règlement, de façon à ce que tout cela soit prêt lorsque nous allons fêter notre 40e anniversaire. Aussi, au niveau sportif, il y a une nouvelle loi sur le sport et je souhaite dynamiser davantage notre rôle en tant que centre alternatif d'arbitrage sportif du CAS. Donc l'idée, c'est que les sportifs égyptiens qui ne peuvent pas voyager à Lausanne puissent avoir leur audience au centre d'arbitrage du Caire. Ça s'est fait déjà, mais nous voulons augmenter cela davantage. Nous voulons aussi donc l'arbitrage des médias. C'est un domaine où nous avons une charge d'affaires importante. Nous voulons préparer une grande conférence spécialisée sur l'arbitrage des médias. On espère que ce sera un GAR live si possible. Sinon, on va l'organiser tout seul. Aussi, on va créer un Corsica Youth. Donc ça aussi, ça va voir le jour. Donc déjà, vous allez voir que en décembre, nous organisons 3 conférences successives. Donc on va fêter le 50e année de la CNUTSI, donc une conférence sur la CNUTSI, qui va être suivie par le ECA Youth. Donc le ECA Youth, le Young ECA qui vont faire leur conférence chez nous, et une conférence de la IBA sur la rédaction des sentences. Donc ça va se faire en décembre. En janvier, avec Franck Arby, et j'espère aussi avec le soutien donc de la Société de législation comparée et le Comité français de l'arbitrage, nous voulons organiser le 9 janvier une date à confirmer, une conférence sur le français comme langue de l'arbitrage. Et ça, donc, nous voulons inviter tous les centres d'arbitrage dans le monde qui font de l'arbitrage en français. Nous voulons impliquer aussi les investisseurs français en Égypte. Nous voulons que nos frères de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique occidentale, soient présents et contribuent à cette conférence très importante. Donc, ça sera le début de notre action pour promouvoir le français comme langue de l'arbitrage. Et je vous ai aussi parlé du Moot Court pour nos frères en Afrique. Et nous sommes en train de collaborer avec le ECA sur ce point-là. Nous avons aussi des efforts à faire au niveau de la médiation. Il y a eu une action qui était très active, une communauté de médiation qui s'est formée lors des dernières années, mais j'avoue que j'ai rien fait pour la médiation depuis le début. Mais j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers, j'ai travaillé sur le règlement interne du centre, j'ai travaillé sur les promotions du personnel du centre, j'ai travaillé sur le règlement français et donc maintenant aussi la rénovation de nos locaux, de nos bureaux. Donc il y a beaucoup d'actions qui se passent au centre voilà, donc je peux et bien sûr modifier donc notre règlement et aussi voir si nos honoraires, est-ce qu'il faut qu'on révise notre seuil maximal de nos honoraires. Le seuil minimal, on ne va pas le toucher. On est un centre très adéquat pour les PME, mais il faut penser, est-ce qu'il faut augmenter notre seuil maximum ou au moins qu'il y ait une flexibilité pour qu'on puisse attirer les arbitrages, davantage attirer les arbitrages géants et les arbitrages entre États et investisseurs. Donc il y aura certainement donc une réflexion à se faire. Nous avons aussi, on avait 2 branches de notre centre, une branche à Alexandrie et une branche à Port Saïd, et qui n'ont pas bien fonctionné, hélas. Donc il y a une réflexion qui se fait
pour la communauté d'arbitrage à Alexandrie. À Alexandrie, il y a beaucoup d'arbitrage ad hoc. Donc, est-ce qu'il faut qu'on se dirige vers nos compatriotes alexandrois et peut-être ouvrir un desk, un bureau, pas une branche pour l'instant, mais essayer d'organiser des conférences trimestrielles à Alexandrie pour commencer à construire la communauté d'arbitrage à Alexandrie, ça au niveau interne. Nous avons aussi la zone du canal de Suez qui se forme, qui est très importante. Donc est-ce qu'il faut s'orienter vers cette zone et organiser aussi des conférences et s'approcher de cette communauté? Les pays arabes aussi, on n'oublie pas les pays arabes, on a toujours donc traditionnellement servi l'arbitrage dans les pays arabes, les pays du Golfe, on ne les oublie pas. On pense à l'Arabie Saoudite, au Koweït et les autres pays du Golfe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concentration sur l'Afrique subsaharienne depuis ma direction, et aussi ça a été commencé par Abderraouf, je ne dois pas le nier, et même le docteur Nabil El Arabi en 2009, lorsque le FOCAC, donc la coopération, le Forum of China-Africa Arbitration Forum, ça a commencé avec le docteur Nabil El Arabi en 2009, mais je me suis beaucoup plus focalisé sur l'Afrique subsaharienne, donc je suis intervenu dans des conférences au Kenya, au Cameroun, au Nigeria, et je repars au Nigeria à Lagos bientôt, et la directrice adjointe, elle part en Tunisie, avec le centre d'arbitrage libyen en Tunisie bientôt. Donc il ne faut pas que l'Afrique subsaharienne nous fasse aussi oublier nos frères arabes. Ça aussi, c'est un enjeu qui est très important. C'est pour cela la nomination d'une directrice adjointe va beaucoup m'aider pour pouvoir bouger et pouvoir remplir donc toute cette surface importante. Voilà, donc merci. Ismaïl, si je peux me permettre. Oui, dans le règlement d'arbitrage, pour revenir à votre manière de fonctionner concrètement, je ne vois pas de relecture de la sentence ni d'approbation par le centre. J'imagine quand même que vous jetez un petit coup d'œil. Le centre, comme il adopte le règlement de la CNUTSI, donc on se distingue de la CCI au niveau du scrutiny, donc de la révision de la sentence et et je pense que la CCI est la seule institution qui fait ce scrutiny, cette révision de cette manière si rigoureuse. Alors nous, ce qui se passe en pratique, c'est nos conseillers, nos secrétaires peuvent attirer l'attention des arbitres lors de la rédaction de leur sentence. Ils jettent un coup d'œil sur la forme. Attention, faites attention à cela ou à cela. Les arbitres nous consultent, mais ça a lieu de manière très informelle. Mais c'est une discussion, mais pour qu'il y ait le scrutiny, la CCI ont des moyens, je pense, incomparables à toute autre institution pour que le scrutiny se fasse d'une manière si rigoureuse et si utile à l'arbitrage. Donc il faut beaucoup de moyens pour le faire, mais aussi ça consomme du temps aussi, il faut le dire. Nous essayons d'être le plus rapide possible au niveau des procédures de nomination des arbitres, au niveau des procédures de récusation, et surtout il n'y a pas cette procédure de scrutiny ou de révision de la sentence. Et votre équipe effective, exécutive, administrative, elle représente combien de personnes? Alors, au niveau du centre, tout le personnel, on est à 25. Il y a moi-même, il y a la directrice adjointe et il y a 4 maintenant secrétaires. Notre caseload, notre charge donc d'affaires, on enregistre environ 80-90 affaires par an. Donc je pense que c'est un nombre suffisant pour efficacement gérer les affaires. Je peux poser une question? Pardon. Il y a une question. Oui. En fait, je souhaitais savoir, est-ce que le règlement prévoit pour les arbitres le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires? Et est-ce que cela est autorisé par la loi égyptienne?
Oui, la loi égyptienne, comme elle est prise du modèle de la CNUTSI, donc la loi égyptienne aussi autorise les arbitres à rendre des mesures provisoires et conservatoires et naturellement autorise aussi les parties à recourir au juge étatique pour obtenir ces mesures provisoires et conservatoires sans que cela ne soit considéré comme une renonciation à l'arbitrage. Sur le personnel aussi, je voulais aussi rendre hommage. Donc, je vous ai parlé des 4, dont 3 maintenant sont devenus conseillers et un case manager. Je voulais aussi rendre hommage à notre service du courrier, parce que dans notre centre, ce ne sont pas les arbitres qui se chargent du courrier, et il y a une équipe qui distribue le courrier. Donc, il y a ce qui est envoyé par mail, il y a du courrier qui est envoyé par DHL et Aramex, et donc le courrier rapide, mais ou Chronopost, donc selon le cas. Mais il y a aussi le service de distribution donc des mémoires, du courrier aux parties qui se trouvent en Égypte. Donc il y a un chauffeur, il y a un distributeur du courrier, et ils font des allers-retours pendant la journée pour distribuer justement le courrier. Et voilà, donc je voulais leur rendre hommage aussi. Donc ça, c'est une particularité donc dans notre centre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Eh bien, cher Ismaël, encore une fois, merci. Nous arrivons donc au terme de notre conférence, très riche d'enseignements et très passionnante sur votre manière de fonctionner, et nous sommes très fiers en tant que Français que vous ayez dit que nous ayons autant d'affinité avec votre pays qui est magnifique. En tout cas, Ismaël, il nous reste à vous souhaiter une très bonne progression, parce que 91 affaires en une année, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc, il faut quand même suivre derrière, et tant mieux, vous allez progresser, vous êtes bien parti pour. Et en tout cas, félicitations pour votre dynamisme, votre enthousiasme et votre efficacité. Merci infiniment et bonne soirée à tous. Merci tous d'être venus, nombreux, et merci pour votre participation. À bientôt. Je vous remercie.